Oui, voilà. Donc, moi, je travaille à la Riboisière au centre de référence des maladies rares vasculaires du cerveau et de l'œil. Et donc, on va passer dans un tout autre champ, hein, le champ des maladies rares, qui sont finalement pas si exceptionnelles que ça. Donc, ça vaut vraiment le coup d'en parler aujourd'hui. On a des chances d'en rencontrer. Alors, évidemment, on pourrait faire le listing exhaustif de toutes les causes rares d'AVC, hein, génétiques ou non génétiques. Ce serait avec plaisir, mais là, pour des raisons de temps, on va se focaliser sur un petit morceau de la thématique et se concentrer sur les maladies des petites artères cérébrales d'origine donc monogénique ou mendélienne, hein, ces deux termes étant synonymes. Donc, les maladies des petits vaisseaux cérébraux, vous le savez tous, sont définies par un certain nombre de marqueurs radiologiques très bien définis, selon des critères Strive qui sont exposés ici et qui consistent en l'association variable de petits infarctus profonds, plus ou moins récents, d'hypersignaux de la substance blanche, hein, qui sont les marqueurs radiologiques les plus fréquents de maladies des petits vaisseaux, mais aussi de micro-saignements et d'espaces périvasculaires dilatés. Et dans la pratique courante, les maladies des petites artères cérébrales qu'on rencontre le plus souvent, ce sont les formes sporadiques, c'est-à-dire celles qui sont médiées par le vieillissement et l'hypertension. Et c'est quelque chose de très fréquent, impliqué dans 25% à peu près des causes d'AVC ischémique et dans plus de 60% des causes d'AVC hémorragique. Et donc très très lié à l'âge, puisque vous voyez qu'au-delà de 75 ans, quasiment tous les individus de population vont présenter au moins un de ces marqueurs de maladie des petites artères. Et ces maladies des petites artères sont impliquées non seulement dans le développement d'accidents vasculaires cérébraux, mais également dans le développement de symptômes plus chroniques d'ordre cognitif et d'ordre moteur, avec un déclin progressif à la marche, une altération de l'équilibre, la survenue de chutes. Alors, quand évoquer finalement une forme non sporadique, une forme génétique, monogénique de maladie des petits vaisseaux? Alors, je vous propose d'illustrer ces indications au travers de plusieurs cas cliniques un peu pratiques. Donc, on va commencer avec le cas de ce patient qui a 42 ans quand on le reçoit. C'est un homme qui a pour seul facteur de risque un tabagisme sevré et qui consulte pour une dysarthrie transitoire. Il a finalement pour seul antécédent une migraine avec des auras visuelles et sensitives. Et donc vous bilantez cet épisode transitoire avec la réalisation d'une IRM sur laquelle vous découvrez d'assez importants hypersignaux de la substance blanche, diffus, de distribution vasculaire, des petites séquelles lacunaires, et des hypersignaux un petit peu inhabituels pour une forme sporadique, puisque affectant les pôles temporaux antérieurs, ce qui, chez certains d'entre vous, fera probablement déjà tilt pour une cause en particulier. Le profil tensionnel de ce monsieur est normal. Le reste de son bilan est également normal. Il n'y a pas de stigmate d'hypertension artérielle sur l'écho-cœur, pas d'hypertrophie ventriculaire. Les artérioles du fond de l'œil sont normales. Et ce monsieur vous raconte que sur le plan familial, il y a des choses quand même très suspectes, puisque son frère est lui aussi migraineux, avec aura, qu'il a présenté un infarctus lacunaire à l'âge de 47 ans, et que leur maman a présenté elle aussi des accidents ischémiques très précoces, avec le développement assez rapide de troubles cognitifs, une grammatisation et malheureusement un décès précoce. Donc chez ce patient, finalement, on a un petit peu la synthèse de pas mal de drapeaux rouges historiques devant faire évoquer la possibilité d'une forme génétique de maladie des petites artères. Déjà, c'est un patient jeune, largement moins de 60 ans,
qui a un profil de risque vasculaire, somme toute, très mild. Il fume, il est sevré, il n'a pas d'hypertension. Le bilan de retentissement de l'HTA est négatif. En plus de ça, le pattern des hypersignaux de la substance blanche est un petit peu inhabituel, avec cette atteinte temporopolaire. Et l'histoire familiale est quand même fortement évocatrice d'une maladie à transmission verticale, donc autosomique dominante. Donc dans ce cas-là, certains d'entre vous auront déjà une idée diagnostique en tête et effectivement pourront à juste titre se dire mais est-ce que ce patient n'a pas une maladie de Cadazil? Alors la maladie de Cadazil, c'est la première des formes monogéniques de maladie des petits vaisseaux à avoir été diagnostiquée, identifiée dans le milieu des années 90. Et effectivement, ce patient est porteur d'une mutation dans le gène Notch3 qui est typique de celle d'une maladie de Cadazil. La maladie de Cadazil, c'est la maladie aussi la première à avoir été identifiée, mais aussi la plus fréquente parmi les différentes formes mendéliennes de maladie des petites artères, avec une prévalence qui est, on reste dans le champ des maladies rares, estimée classiquement entre 1 sur 10 000 à 1 sur 20 000, donc dans sa forme typique, à peu près 6 000 patients en France, si on fait le ratio, avec donc des mutations qui se concentrent pour l'essentiel dans cette partie-là du gène, mais que l'on peut retrouver aussi tout le long du gène, et un tableau relativement stéréotypé, avec l'apparition entre 20 et 30 ans quasiment systématique d'hypersignaux de la substance blanche, et le développement autour de la trentaine chez au moins la moitié des patients de migraine avec aura, pour plus de la moitié d'entre eux des auras atypiques, motrices, associées à des confusions prolongées, et puis chez 2/3 des patients, l'apparition à partir de la quarantaine d'accidents ischémiques lacunaires qui vont s'accumuler au cours de temps et laisser place à des troubles cognitifs, des troubles de la marche et malheureusement à un état de grabbatisation autour des 60-70 ans. Et une description radiologique aussi, évocatrice, qui se distingue des formes sporadiques par une topographie assez particulière des hypersignaux de la substance blanche, avec l'atteinte des pôles temporaux antérieurs et l'association très caractéristique de tout un petit chapelet de dilatation des espaces périvasculaires à la jonction du cortex et de la substance blanche. L'association aussi classique d'hypersignaux des capsules externes et de la substance blanche sous-corticale très antérieure. Alors passons à un deuxième cas. Maintenant, il s'agit de ce monsieur de 43 ans que vous recevez en aigu pour un hématome, cette fois-ci profond. Un monsieur qui, là encore, n'a aucun facteur de risque vasculaire, une écho-cœur normale, une artério normale, que vous envoyez à l'ophtalmo de manière systématique avec la mise en évidence au fond d'œil de vaisseaux rétiniens un petit peu plus tortueux qu'attendu. Et la surprise également chez un monsieur qui n'a pas de facteur de risque d'une petite altération de la fonction rénale. Donc vous le questionnez compte tenu de son jeune âge et vous très attentivement recueillez tous les antécédents familiaux et ce monsieur vous rapporte chez la fille de sa nièce un antécédent d'hémiplégie infantile. Donc là encore, si l'on liste les drapeaux rouges, on est dans le cas de l'indication classique à aller à une recherche de mutation dans l'un des gènes impliqués dans les maladies des petites artères, puisque là encore, âge jeune, pas de facteur de risque, et quelques drapeaux rouges extra-neurologiques avec ces artérioles rétiniennes tortueuses, cette fonction rénale dégradée, et l'histoire familiale un petit peu bizarre. Certains d'entre vous auront probablement déjà une suspicion en tête, celle de mutation dans les gènes COL4A1 et A2, brièvement, et ils auront raison, puisque c'est effectivement le diagnostic chez ce patient qui porte une mutation perte de fonction dans ce gène-là, COL4A1, qui est responsable finalement d'un défaut de composition et de structure du collagène 4 qui va mal s'intégrer dans les membranes basales et rendre les vaisseaux fragiles. Et dans sa forme typique, eh bien, cette maladie est responsable le plus souvent d'hémorragie profonde, micro ou macro, et également d'une leucopathie. Caractéristique très particulière dans cette maladie, d'hémorragie d'âge de début très très variable, avec la possibilité de survenue d'accidents in utero ou chez le petit enfant, des tableaux responsables d'hémiplégie infantile.
Une autre des caractéristiques de ces angiopathies COL4 est l'association à des anomalies macrovasculaires avec la possibilité chez certains patients de développer des anévrismes qu'il faut dépister parce qu'ils peuvent évidemment se rompre, en particulier au niveau des siphons carotidiens. Et puis enfin, une particularité liée à l'expression de manifestations systémiques qui peuvent toucher l'œil avec ces petits vaisseaux rétiniens tortueux qui n'est absolument pas systématique mais très caractéristique, des malformations oculaires, la possibilité d'une atteinte rénale avec des kystes rénaux, une insuffisance rénale et une atteinte parfois musculaire avec des patients qui vont se plaindre de crampes et chez qui vous montrerez une élévation des CPK. Et finalement, chez ce patient, on a creusé un petit peu l'enquête familiale et un certain nombre d'individus ont eu un dépistage pré-symptomatique. Et cette famille illustre très très bien finalement à la fois la pénétrance incomplète caractéristique de cette affection, avec un individu muté qui n'a aucun symptôme, et la variabilité phénotypique avec l'existence d'hypersignaux chez certains mais d'aucune séquelle hémorragique, l'existence chez certains de kystes rénaux, pas chez d'autres, l'existence d'un cas de début pédiatrique contrastant avec le cas de début adulte chez son oncle. Donc ça, finalement, ce sont les maladies, le cas d'asile, COL4, découvert en premier, un cas d'asile milieu des années 90, COL4 milieu des années 2000, et puis plus récemment, au cours des années 2010, il y en a d'autres, des maladies mendéliennes qui ont été découvertes. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais illustrer ces maladies d'identification plus récentes au travers de ces deux exemples. Le premier étant les maladies liées à des mutations hétérozygotes dans le gène HTR1. HTR1, on le connaissait parce qu'il est responsable d'une maladie très rare. Qu'on identifie chez des individus consanguins et qui s'appelle carasile, qui est une maladie des petits vaisseaux cérébraux, mais excessivement rare. HTR1 autosomique dominant est beaucoup plus fréquent et beaucoup moins sévère, avec un début, une expression finalement qui va se rapprocher des formes sporadiques, si ce n'est qu'elles sont un peu trop sévères au regard du profil de risque cardiovasculaire des patients. C'est-à-dire que les patients vont développer des manifestations classiques de maladies des petits vaisseaux, AVC, déclin cognitif, troubles de la marche, mais finalement, pas très tard, mais pas très tôt non plus, après 50, 60 ans. Parfois des patients hypertendus, en plus une pénétrance très incomplète dans ces familles, donc fréquemment des patients qui se présentent comme des cas isolés. Donc finalement, on est dans un phénotype qui se rapproche vraiment beaucoup plus de ce qu'on peut croiser en pratique courante dans les maladies sporadiques, mais avec ce drapeau rouge de la discordance entre le profil de risque cardiovasculaire et la sévérité, une sévérité notamment radiologique des marqueurs de maladie des petits vaisseaux. Et ces formes-là sont pas du tout rares parce que quand on regarde finalement à l'échelle de tous les patients qui sont envoyés pour des LEV de début précoce ou chez des patients qui n'ont pas de facteur de risque, ça va représenter jusqu'à 5% de ces cohortes-là. Il y a une autre maladie qui s'appelle la maladie de Padmal qui s'exprime un petit peu de la même manière, si ce n'est que les infarctus touchent préférentiellement, pas exclusivement, mais préférentiellement le tronc cérébral, le pont, comme vous le voyez ici, et qui débute aussi autour de la cinquantaine avec des manifestations assez classiques par ailleurs. Et là encore une pénétrance incomplète, donc des patients qui se présentent souvent comme des patients isolés. Et donc on voit finalement les années passant que ces maladies mendéliennes sont peut-être pas toutes aussi archétypales que ce qu'on croyait au départ, avec cas d'asile, ces hypersignaux temporaux, les migraines de début précoce ou COL4, les hémorragies, les kystes rénaux, etc. Et donc finalement, le temps passant, les indications au séquençage se sont un petit peu modifiées. Alors évidemment, on a les drapeaux rouges historiques, l'âge jeune de début, l'histoire familiale ou la consanguinité pour les maladies récessives, le pattern radiologique particulier qu'on ne voit pas dans les formes sporadiques, l'association à des manifestations extracérébrales évocatrices comme les kystes rénaux ou l'association à une histoire familiale particulière avec l'histoire d'hémiplégie infantile. Mais finalement, la plupart du temps, l'indication, ça va être, ça ressemble à une maladie des petits vaisseaux tout venant, mais trop sévère pour le profil de risque vasculaire du patient, parce que soit il est jeune, soit il n'est pas si jeune que ça, mais il n'a pas d'hypertension artérielle,
soit il n'est pas si jeune que ça, il a une petite hypertension artérielle, mais finalement très bien contrôlée, sous monothérapie, sans aucun retentissement d'organes, sur les coqueurs, sur le fond d'œil. Donc les indications s'élargissent. Et donc finalement, voilà le type de patient qu'on peut être amené à séquencer maintenant. Vous allez voir, le tableau est beaucoup moins spécifique. Là, c'est une dame qui a 55 ans, excusez-moi, qui n'a pas de facteur de risque vasculaire connu, qui 1 an plus tôt a fait peut-être un épisode de dysarthrie et de malhabilité de la main droite, très bref, pour lequel elle n'a pas consulté et qui vient voir, qui consulte pour la première fois pour une dysarthrie. Une dysarthrie qui régresse vite et qui révèle ce petit infarctus profond hémisphérique droit. Avec des marqueurs de micro-angiopathie assez standards, quoi. Une leucopathie périventriculaire, des hypersignaux sous-corticaux assez marqués, hein, mais sans atteinte temporopolaire, sans vraiment d'atteinte capsulaire externe. Un bilan, et c'est ça qui nous met la puce à l'oreille chez elle, hein, un bilan finalement des facteurs de risque normal, une pression artérielle normale ou à la limite une écho-cœur normale à l'exception d'un FOP, un angioscanner normal et une histoire familiale très pauvre. Et donc finalement la question, la conviction pour une forme génétique est beaucoup moins claire, mais compte tenu de ces drapeaux rouges, il est quand même légitime d'aller demander le séquençage de gènes impliqués. Et effectivement, cette patiente est porteuse d'une mutation hétérozygote dans le gène HTR1. Un autre cas qui peut poser question, on a d'ailleurs pris le temps avant d'envoyer ce patient au séquençage, hein. C'est un patient de 50 ans qui est d'origine comorienne. Alors lui, pour le coup, il a quand même des facteurs de risque, hein. Il fume, il est hypertendu sous monothérapie. Il dit qu'il est bien équilibré d'ordinaire, mais quand il arrive avec son déficit de l'hémicorps droit, il a 17,8 de pression artérielle. Donc, au départ, compte tenu de la topographie de l'hématome profond, des marqueurs de microangiopathie assez standards et de l'hypertension à l'entrée, ma foi, on n'avait pas tellement relevé de drapeau rouge. Mais finalement, son hypertension, passée la phase aiguë, s'équilibre très facilement sous monothérapie, effectivement. Et le bilan de retentissement de l'HTA est négatif. Pas d'insuffisance rénale, pas d'artériolosclérose au fond d'œil, pas d'HVG sur le TT. Une histoire familiale très pauvre. Et donc, s'est posé la question d'aller au test génétique chez lui. Et puis finalement, on a craqué, on l'a fait. Et il se trouve que ce patient, avec surprise, a une mutation typique d'une mutation cadazyle, qui est une maladie d'ordinaire plutôt responsable de lacunes, d'accidents ischémiques, et qui, dans de rares cas, peut être responsable de complications hémorragiques. Mais vous voyez bien que tous les drapeaux rouges radiologiques listés chez le patient du début ne sont pas identifiés ici, hein. Donc on peut retrouver finalement des formes assez standard dans ces formes génétiques. Et donc, si aujourd'hui on dresse un panorama des maladies des petites artères cérébrales mendéliennes, eh bien, on voit déjà que une très grande hétérogénéité génétique, hein, il y a beaucoup de gènes, hein, il y a une quinzaine de gènes aujourd'hui connus pour être responsables de formes mendéliennes, de maladies des petites artères, avec une dichotomie finalement entre maladies des petites artères cérébrales ischémiques d'un côté avec cadazyle, Padmal et compagnie, et des maladies responsables d'accidents hémorragiques comme COL4. Cette dichotomie est de plus en plus remise en question puisque finalement on vient de voir un cadazyle hémorragique, on voit régulièrement des COL4 responsables de manifestations ischémiques. Donc cette barrière, cette dichotomie est finalement assez artificielle. Et puis l'overlap, il y a un recoupement phénotypique entre beaucoup de ces pathologies, avec, vous voyez ici, un patient muté dans HTR1 qui présente les hypersignaux temporopolaires antérieurs qu'on disait spécifiques de cadazyle autrefois. Donc, ces drapeaux rouges ancestraux existent toujours, mais vous l'avez bien compris, aujourd'hui, l'indication la plus fréquente, c'est la discordance entre le profil de risque vasculaire et la sévérité des maladies des petites artères. Et compte tenu de cet overlap phénotypique
très important et de tableaux parfois peu spécifiques dans ces formes mendéliennes, ben, la stratégie du diagnostic génétique a changé avec le temps. Et aujourd'hui, on ne séquence plus indépendamment NOTCH3, HTR1, COL4, etc. On fait un panel de gènes, une quinzaine de gènes, et on séquence l'ensemble. Et donc, quand on fait le bilan, ben, ces formes mendéliennes identifiées selon les séries, elles représentent, selon les auteurs, selon les séries, selon les pays, jusqu'à 1 à 5% des maladies des petites artères au total, ce qui est quand même assez conséquent. Et elles sont probablement sous-diagnostiquées parce que quand on regarde l'ensemble des patients séquencés pour suspicion de maladie des petites artères génétiques, et bien finalement, le diagnostic n'est porté que chez 20% d'entre eux, plus de la moitié étant cas d'asile, les autres plus fréquents étant HTR1 et COL4, et ensuite les autres, les pas de mal, les carasiles, les carasales et compagnie étant des raretés. Alors, comme si c'était pas assez compliqué comme ça, j'ai une petite dernière diapo, après je termine. Comme si c'était pas assez compliqué comme ça, finalement, ben, depuis quelques années, et là c'est très très récent, il y a des choses qui posent encore plus question. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on a eu la curiosité d'aller voir dans les bases de données, il y a des bases de données avec les avancées de la génétique d'individus tout venant qui sont séquencés, génome entier, et on est allé voir dans ces bases de données s'il y avait des mutations chez des individus, ma foi, a priori pas malades, en tout cas pas cas d'asile, pas COL4 et compagnie, de voir s'il y avait des mutations type cas d'asile, type voilà, des mutations pathogènes. Et on a eu la grande surprise de s'apercevoir que oui, et qu'il y en avait beaucoup en fait. Puisque dans certaines bases, on va jusqu'à un individu sur 500 avec une mutation typique de cas d'asile. Ce qui fait 20 fois plus que la prévalence, que la fréquence attendue au vu de la prévalence de cas d'asile. Et on est allé voir, parce que certaines de ces bases de données sont enrichies de données cliniques et radiologiques, et on est allé voir le phénotype de ces patients-là, et on s'est rendu compte que ces patients-là qui portaient des mutations cas d'asile, eh bien, ils pouvaient être vraiment très peu symptomatiques, avec une toute petite leucopathie, des manifestations tardives, voire carrément asymptomatiques. Et donc là, ça pose vraiment question parce que ça remanie un peu tout le paradigme, c'est-à-dire que la dichotomie d'avant maladie mendélienne, variant rare, maladie sévère, versus maladie complexe, variant fréquent, maladie peu sévère, elle est complètement remise en question. Il y a probablement un effet de la position de la mutation, mais il y a probablement l'effet aussi de facteurs modificateurs qui restent encore à identifier. Tout ça, pas pour vous dire de séquencer absolument tout le monde, mais tout ça pour vous dire que la réflexion autour des maladies mendéliennes, elle change. Qu'aujourd'hui, l'indication principale, vous l'avez compris, au-delà de l'histoire familiale, du pattern spécifique, etc., c'est vraiment un profil vasculaire mild au vu des marqueurs radiologiques, avec évidemment un impact direct pour le patient de faire ce diagnostic, puisqu'il peut y avoir des spécificités dans la prise en charge, le dépistage de certaines complications particulières, par exemple les anévrismes intracrâniens pour COL4, le conseil génétique, la possibilité d'un diagnostic prénatal, préimplantatoire, et on l'espère qu'il puisse bénéficier à terme de traitements spécifiques qui sont en cours de développement, c'est beaucoup dire, mais la recherche est en cours sur ce sujet. Ce qui rend la probabilité du développement d'un traitement pour cas d'asile à horizon 10 ou 20 ans tout à fait plausible. Je vous remercie, j'ai terminé. Merci Dr Gay. Alors, au-delà des qualités médicales et scientifiques du service, je peux témoigner des qualités humaines que vous avez, parce que les patients qu'on a en commun, à chaque fois on a un retour incroyable, des patients et des familles, sur l'accompagnement lors de l'annonce diagnostique et du suivi. Et donc c'est un vrai plus pour cet accompagnement. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi j'avais une question, je suis désolé, je n'ai pas vu beaucoup de patients qui ont d'asile, mais c'est vrai qu'ils ont une présentation neurologique qui me fait penser aux traumatisés crâniens sévères. Et je voulais vous demander pourquoi. Oui, parce qu'ils ont des éléments sous-corticaux frontaux dans les troubles cognitifs. Alors, dans la présentation archétypale de cas d'asile, en tout cas, puisque les années passant, on se rend compte que finalement,
des patients qui ont un phénotype sans trouble cognitif, voire sain à 85 ans ou au-delà, peuvent avoir une mutation typique. Mais les patients étiquetés cadazyle, parce que le diagnostic de cadazyle reste encore un diagnostic quand même clinique plus génétique, donc il faut être malade pour avoir ce diagnostic-là. Dans la forme archétypale, ils vont développer effectivement des troubles sous-corticofrontaux, très dysexécutifs, un gros ralentissement, et puis parfois une note comportementale avec une petite désinhibition, et puis ce rire et ce spasmodique. Donc c'est vrai que par certains éléments, on peut retrouver la présentation cognitive qu'on peut avoir dans les TC graves. Oui. Il y avait d'autres questions? Merci infiniment.